Bienvenue au Musée de Sens pour une nouvelle visite thématique guidée. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, les Musées de Sens vous proposent une petite immersion sur le thème de l'image de la femme. Alors cette journée existe en France seulement depuis 1975, ce qui est relativement récent, mais on va vous proposer donc de revenir sur les représentations féminines dans les collections Beaux-Arts du musée, sachant que les premières représentations, on va les retrouver du temps de la préhistoire, des représentations plutôt stylisées, symboles de fécondité, puis un petit peu plus tard du temps de l'Antiquité, les Grecs et les Romains vont complètement transformer cette image de la femme. Elles deviendront des nymphes, des déesses, à travers une vision divine idéalisée. Un peu plus tard au Moyen-Âge, dans l'Occident chrétien médiéval, c'est la figure de la Vierge Marie qui sera l'image vraiment d'une vertu, d'une morale, l'image maternelle toute puissante. Et plus tard, à la Renaissance, eh bien, cette image évolue à nouveau. Et cette fois-ci, les femmes se feront représenter, donc les dames nobles des plus grandes cours d'Europe. C'est la naissance du genre pictural du portrait aussi en tant que tel, et la renaissance de l'Antiquité également, donc avec des représentations de nus mythologiques et une représentation plutôt sensualisée de la figure féminine. Et au XVIIe, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, allons voir tout de suite. Donc nous sommes ici au premier étage des collections Beaux-Arts des musées, dans la donation Marais. Et donc dans cette petite salle, on va s'intéresser au XVIIe siècle, alors que la représentation de la femme est régie par la morale. On lui demande d'être travailleuse, silencieuse, discrète et dévote. Donc ici, je vous propose de regarder donc, ce tableau. Un tableau de Terborg, donc, qui est un peintre qui a travaillé donc, dans les anciennes Provinces-Unies au milieu du XVIIe siècle. Et comme on peut le voir ici par différents détails, on est dans un contexte plutôt prospère, puisque les Pays-Bas ont longtemps été une grande puissance commerciale par leur pouvoir maritime. On a ce détail du globe sous la table. On a cette carte également qui représente l'Europe à l'époque et surtout donc, cette scène au sein d'un intérieur bourgeois. Et donc ici, on entre vraiment au sein même de la vie intime de cette famille avec une mère et son enfant. Donc c'est une scène où la mère ici est en train de d'éplucher des pommes. On sait que les peintres à cette époque aimaient beaucoup représenter les femmes justement dans ce cadre de la sphère domestique. La femme va être représentée en train de filer, de lire, d'écrire également. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce contraste assez saisissant entre la retenue dans les attitudes de nos deux personnages. Cette jeune femme donc, qui, vous le voyez, est capuchonnée de noir, avec une certaine pudeur, et qui semble s'apprêter à sortir, ou revient peut-être de l'extérieur. On voit la richesse de ses parures, de ses étoffes, avec donc cette mantille orange terminée par de très belles fourrures, ce galon de velours noir sur sa robe de drap vert, et le plus étonnant, donc son jeune enfant, qui porte un très beau chapeau assez imposant, hein, c'est vrai, avec quelques plumes, et qui dévore du regard sa mère. Son regard est plutôt insistant, il semble assez impatient. Et ici, donc, sa mère ne lui jette même pas un regard. Ici, elle est vraiment occupée à sa tâche. Oui, puisqu'on remarque une subtile interaction psychologique entre nos deux personnages, entre la mère et l'enfant, avec tout un travail donc, sur les jeux de regard et d'évitement aussi. On a des figures ici qui sont toutes en retenue et un tableau donc, qui aurait été inspiré par un poème moralisateur, donc très en vogue dans les Pays-Bas au milieu du XVIIe siècle, et donc un poème qui met en garde donc, les personnes donc, contre la satisfaction de tout désir du cœur avide.
nous voici ici avec un intérieur totalement différent du 19e, peinte par Jean-Auguste ou Augustin Franklin, peintre d'école française de la première moitié du 19e siècle. Il est né à Paris en 1798 et il va avoir une carrière assez courte puisqu'il meurt à 41 ans. Il entre à l'école des Beaux-Arts à 14 ans, ce qui est très jeune. Il est l'élève du peintre Regnault et il va se spécialiser dans les scènes religieuses ou les scènes de la vie quotidienne, les scènes d'intérieur. Ce petit tableau acquis par les musées de Sens en 1982 s'appelle Le Petit Ramoneur, mais il est en réalité le prétexte à une scène charmante d'intérieur de la vie bourgeoise sous la Restauration. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement le premier personnage, ce petit ramoneur qui est à quatre pattes, qui a l'air sale, qui a l'air presque étonné de se retrouver dans un endroit aussi beau. Et vous avez la première figure féminine, cette servante toute blanche, toute gracieuse, qui soulève un drap qui a été posé là pour empêcher la saleté que le petit ramoneur pourrait mettre, pour empêcher la saleté de rentrer dans ce joli intérieur. Et dans cette partie gauche du tableau, nous avons cette figure maternelle féminine, donc cette jeune femme allongée nonchalamment sur le lit, avec ses deux enfants qui semblent se précipiter dans ses bras pour y chercher du réconfort, parce qu'ils paraissent surpris de voir débarquer ce petit ramoneur dans leur intérieur. Alors c'est tout ce jeu de regard qui est intéressant dans ce tableau, puisque tous les regards, et même le doigt de la petite fille, semblent converger vers le ramoneur, et finalement il n'y a que lui qui regarde le spectateur, comme pour l'interroger du regard. On est là sur une scène charmante d'intérieur, avec un intérieur cossu, très riche. Le mobilier témoigne bien qu'on est dans un intérieur bourgeois. Mais on est aussi dans une critique sociale puisque les enfants semblent découvrir pour la première fois la pauvreté. Et donc on est vraiment dans une scène sociale plus que juste une scène d'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de différent par rapport à Terborg, où on était dans une figure maternelle assez dans la retenue et un intérieur parfait. Ici, vous avez un joli désordre avec les draps qui débordent du berceau, les jouets qui traînent, la petite poupée. Et donc, on est sur quelque chose de vraiment plus naturel et une figure maternelle aimante. Alors, on se retrouve ici face à ce tableau d'Antoine Vestier, donc un peintre né à Avallon en 1740, qui fut un temps peintre du roi, du temps de l'Ancien Régime. Alors, il se spécialise très tôt dans les portraits, et notamment les portraits féminins. Il va vraiment représenter régulièrement les femmes du monde, et toutes les femmes qui vont graviter justement autour des hommes nobles, des officiers de régiment, etc. Ici, on a un portrait aussi qui reprend ces codes de représentation, mais nous sommes un petit peu plus tard, du temps, cette fois-ci, du Premier Empire. Ici, la jeune fille représentée donc, fait partie de la famille Larmoyer. C'est Mademoiselle Larmoyer qui est représentée ici en 1805. Mademoiselle Larmoyer, en fait, on sait qu'elle fait partie d'une famille de la grande bourgeoisie, puisque le peintre, un an plus tôt, a réalisé le portrait de sa mère. Et donc on sait que sa mère aimait donner des salons, et sa mère elle-même s'est fait représenter avec un instrument, avec une posture assez similaire, mais cet instrument est assez différent. Il s'agit d'une lyre-guitare. Alors ici, c'est une harpe, sachant que si on regarde bien ce tableau, on voit qu'on est donc dans un style plutôt gréco-romain, avec une mode plutôt guindée. Le décor est à peine esquissé ici, il est relativement sobre. L'accent est mis surtout sur le regard éclairé de cette jeune fille et sur ce style, sur cette femme nouvelle finalement du début du siècle, avec donc ces bouclettes très caractéristiques, avec cette robe donc, et cette ceinture donc, qui remonte sous la poitrine, et donc dans des tons et des couleurs plutôt cendrées, des couleurs chaudes, on voit finalement tout le dessin et vraiment le style raffiné de ce peintre qui sera reconnu pour ce genre de portrait.
Donc ici, finalement, avec ces deux portraits, Antoine Vestier nous montre une mère et sa fille dans la même situation, donc en train de jouer d'un instrument, de la lyre-guitare pour l'une, de la harpe pour l'autre, donc des instruments que l'on retrouvait régulièrement dans les salons parisiens jusqu'en 1820. Et donc ici, finalement, cette jeune fille, Mademoiselle Larmoyer, elle nous montre qu'elle a suivi une bonne éducation et elle se doit de charmer son entourage par sa beauté, par l'élégance de ses toilettes, son raffinement. Alors ici, nous avons le tableau le plus important pour cette petite visite, puisque c'est l'un des seuls, voire le seul exposé dans les collections des musées de Sens, peint par une femme. Donc il est peint par Madeleine Lemaire, il s'intitule Les Fées. Madeleine Lemaire est née en 1845 dans le Var et elle va habiter à Sens pendant toute son enfance et son adolescence. Son père, M. Coll, est receveur des finances. Elle va épouser M. Lemaire qui va disparaître dans la nature, on ne sait pas ce qu'il devient. Et elle va étudier la peinture auprès de sa tante, Jeanne-Mathilde Herbelin, et du peintre Chapelain. Elle va être connue pour avoir animé l'un des salons les plus brillants de Paris, l'un des salons mondains où le tout Paris se presse. Elle va rassembler des hommes politiques comme Poincaré, des peintres comme Puvis de Chavannes, des musiciens comme Camille de Saint-Saëns et des poètes et des auteurs, notamment Alexandre Dumas fils et Marcel Proust, avec lequel elle va nouer une amitié qui va durer extrêmement longtemps. Elle va servir même de modèle pour Madame de Verdurin dans À la recherche du temps perdu. Donc, elle fait un salon qui est animé par beaucoup de musiciens et de théâtre. Elle donne des fêtes tous les mardis de avril à juin. On en oublie sa carrière de peintre, elle va être surtout connue pour ses aquarelles de fleurs et ses scènes de genre. Non, pas du tout. Alors, il faut savoir qu'au XVIIe siècle est créée l'Académie royale de peinture et de sculpture. Elle va durer un siècle et demi, il y aura 15 femmes dedans, ce qui est très peu. Ensuite, les femmes vont être interdites d'entrer à l'Académie. Elles vont être autorisées à exposer au salon, mais elles vont être toujours la victime des critiques qui vont considérer que les femmes font de la peinture en amateur. Un journaliste, en 1905, dit « Tant qu'une femme ne se sépare de son sexe, elle ne peut exercer l'art qu'en amateur. La femme de génie n'existe pas, si elle existe, c'est un homme. » Ça veut tout dire, on contraint les femmes à des sujets féminins, des fleurs, des aquarelles, des petits portraits miniatures, et on leur interdit la peinture d'histoire. Sauf que dans l'académie, c'est la peinture d'histoire qui donne accès au statut de professeur. Donc on interdit aux femmes d'enseigner la peinture à l'académie. Madeleine Lemaire, elle va quand même avoir une grande carrière qu'on a tendance à oublier. Elle va faire beaucoup de peintures de genre et des peintures de scènes mondaines. Elle va exposer au salon, elle va avoir des médailles. Elle va même être chevalier de la Légion d'honneur en 1906. Elle cofonde la Société des aquarellistes français. Elle va être une délégataire des femmes peintres françaises à Chicago pour l'exposition universelle de 1893. Elle en fait la couverture officielle du catalogue et l'affiche. Donc elle est reconnue aux États-Unis plus qu'en France. Et donc ce tableau, qui va être donné par sa fille, Suzanne ou Suzette, ça dépend des sources, au musée de Sens, en souvenir des années sénonaises de sa mère. Donc la fille est certainement représentée ici. On a des photos de Madeleine Lemaire et on a une grande ressemblance entre les deux. Donc ce tableau a servi de modèle pour une grande toile qu'elle a exposée en 1892 qui s'appelle Le Char des Fées. Et donc on peut supposer que ces deux jeunes femmes ne sont pas des fées, malgré ce qu'indique la baguette, mais sont en fait des jeunes filles déguisées pour une fête qu'aurait donnée Madeleine Lemaire. Et on peut souligner sur ce tableau la grande qualité de représentation de Madeleine Lemaire, la touche très vaporeuse, très légère, très brillante. On a vraiment l'impression de voir se détacher sur ce fond qui est assez sombre. On voit se détacher les étoffes brillantes, le satin, les perles, le voile avec les petits brillants. Tout ça est rendu de manière extrêmement légère, très jolie et très vaporeuse. Alors on se retrouve ici en 1883 avec ce très beau portrait signé Carolus Durand. Donc on connaît très bien ce peintre du temps de la Troisième République. C'est un peintre donc, qui a connu de son vivant tous les grands honneurs officiels et pourtant il n'a pas suivi
d'enseignement à l'École des Beaux-Arts. On sait qu'il va fonder la Société nationale des Beaux-Arts avec Puvis de Chavannes et Meissonnier. Et donc ici, il nous propose un portrait de très grand format, portrait d'une femme qui est née à Sens, Madame Suzanne Pérouse-Guichard. Et ici, donc un portrait véritablement d'apparat, où la jeune femme apparaît donc à ses 32 ans, avec vraiment de très élégantes toilettes. Et le peintre, Carolus Durand, va vraiment mettre l'accent sur cette touche plutôt coloriste, du coup, où on va avoir un beau travail donc, sur les transparences de ces dentelles, des mousselines, et par endroits, comme par ici, par exemple au niveau des mains, un aperçu plutôt esquissé, puisque tout l'accent, en fait, dans ce portrait est mis sur le visage de cette femme et sur son regard. Oui, le nom Guichard n'est pas inconnu aux Sénonais, puisqu'en fait son grand-père était maire de Sens et député de Lyon. Et en fait ici, donc, cette jeune femme va vraiment, par sa carrière brillante, monter les échelons jusqu'à devenir présidente de l'Union des femmes, donc, qui est une branche d'avant 1940 de la Croix-Rouge en fait. Donc à travers ce très beau portrait d'apparat, un portrait de très grand format, c'est finalement toute la réussite de cette femme qui est montrée par sa brillante carrière, par l'élégance de ses toilettes, et ce portrait laisse transparaître donc sa bonne éducation, son pouvoir et sa fortune. Avec ce tableau, je vais vous emmener voyager un petit peu. Ce tableau a été peint par Louis-Édouard Fournier. Il est né à Paris, il va être l'élève de Cabanel et il va obtenir le prix de Rome en 1881. C'est un artiste complet, il est peintre, mosaïste, graveur. Il va se spécialiser dans les scènes d'histoire et les portraits. Il va faire quelques décorations officielles, notamment l'école normale, et une frise que l'on peut encore voir aujourd'hui sur le Grand Palais. La façade qui est face au Petit Palais, vous avez une frise en haut, en mosaïque, qui décrit l'histoire de l'art à travers les âges. Et donc c'est une mosaïque faite à partir de l'un de ses dessins. Et dans cette frise, on a déjà une place de choix accordée à l'Égypte. On est à cette époque-là, après la conquête de l'Égypte, la campagne d'Égypte de Napoléon, avec les expositions universelles et internationales, avec la diffusion de l'art islamique, on assiste à un goût pour l'art arabe, l'art et la culture arabe. Les peintres vont s'emparer de ça, c'est ce qu'on va appeler l'orientalisme. Ils vont renouveler leur sujet iconographique, ils vont renouveler leur palette chromatique. Il va y avoir une véritable obsession pour la lumière du Sud, qui va amener des tons extrêmement chauds et des lumières très crues que l'on n'avait pas jusqu'alors dans la peinture. L'orientalisme va se diffuser à travers toutes les strates des peintres, même pour des peintres qui ne vont pas forcément voyager. Ici, avec cette robe transparente en dentelle qui laisse entrevoir des formes voluptueuses, le geste de la jeune femme de retirer son voile et le regard assez coquin lancé par en dessous, on assiste à une exaltation d'une sensualité orientale fantasmée. Je dis fantasmée parce que il est assez peu probable que des femmes en Égypte en 1890 soient vêtues d'une robe en dentelle et de voiles comme ceci, de couleur très claire, chère. Cette jeune femme, a priori, n'a pas grand-chose d'oriental, mis à part son nom, Souleïka. Il s'agit en réalité d'un prétexte pour pouvoir faire des nus féminins assez érotique, assez sensuel. On voit mal Madame Pérouse-Guichard être représentée de cette manière. Donc à l'époque, pour représenter ce genre de scène, soit on représente des dieux ou des déesses, soit on représente des prostituées, soit on représente des femmes orientales qui ne sont pas des femmes réelles mais fantasmées. Ici, le cadrage assez original des carreaux de ciment resserre l'attention du spectateur sur le regard d'invite que lance Souleïka au spectateur pour qu'il la suive dans l'intimité des bains.
Donc on se retrouve ici face à une femme bien plus réelle cette fois-ci. On va découvrir ensemble donc cette statue d'Émile Pénaud. Alors il faut savoir qu'Émile Pénaud est né en 1850 à Villeneuve-sur-Yonne et très rapidement, donc 20 ans plus tard, en 1870, il va entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris et 10 ans plus tard sera déjà récompensé par le prix de Rome. Il sera lauréat du prix de Rome. C'est un sculpteur qui va avoir de nombreuses commandes, notamment donc, de monuments publics en France et à l'étranger, notamment à Buenos Aires. Et ici, donc, on a un travail tout à fait différent, puisqu'Émile Pénaud va nous proposer donc, une statue qui, cette fois-ci, donc, a des codes de représentation qui pourraient être inspirés donc, d'un épisode biblique. En fait, avec cette statue, donc on peut penser par la posture de cette femme qui va dévoiler dans un mouvement gracieux son corps, on pense à une baigneuse. Et on pense plus particulièrement à l'épisode de Suzanne au bain, regardé par des vieillards qui auront quelques remarques. Et donc, en fait, ici, la posture tout en pudeur de cette femme, cette posture de recul, est mise en avant aussi par ce corps donc, et ce déhanchement donc, que l'on appelle contrapposto, avec ces deux lignes ici au niveau du bassin et au niveau des épaules qui viennent s'opposer et vont dynamiser la posture de cette femme. Alors le plus étonnant ici, c'est le visage donc, de cette femme, puisque les représentations plus traditionnelles de Suzanne au bain, les représentations de Vénus pudique, qui viennent dans un geste similaire se cacher la poitrine avec un bras. Ici, Émile Pénaud met l'accent sur un portrait de femme, une femme qu'il connaît certainement, puisqu'on a des traits donc, ici qui sont individualisés, qui sont précisés au niveau de son visage. Si on regarde ensemble ici ses joues, on voit qu'il s'agit de joues pleines, légèrement rondes ici, très douces. Et le sculpteur ici va créer un contraste assez saisissant entre la douceur de ce visage et ce chignon légèrement ébouriffé, décoiffé, relevé nonchalamment au-dessus de sa tête. Donc ici, Pénaud a su créer ce savant mélange entre donc, des codes de représentation plus classiques, inspirés de l'Antiquité, de la Renaissance, par la posture aussi, et la représentation d'une femme qu'il connaît, avec laquelle il est familier. C'est la femme réelle du début du XXe siècle qui est aussi représentée ici, donc en 1906. Eh bien, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Nous avons hâte de vous retrouver au Musée de Sens pour redécouvrir ces collections dans leur environnement. Cet été, la programmation sera féminine. Puisque nous accueillerons à l'Orangerie une peintre berlinoise, Ulrike Sebot. Et à l'automne, Dominique Daché, une peintre française. À bientôt!